Salut, c'est Franck Taluto. Pour attaquer la 5e saison de ce podcast, j'ai eu le plaisir de rencontrer MC Pompey. Ensemble, on a parlé de son parcours, de ses albums, de ses débriefs d'après-match, de la métard de Fabien Boudaren, de Jacques Monti, de la Villette de Montmartre, de la scène musicale stéphanoise et bien évidemment de l'AS Saint-Étienne. Dessous de verre numéro 41, c'est parti. Je suis donc aujourd'hui avec un Stéphanois pur jus, MC Pompey. Comment ça va ? Bah ça va et toi ? J'ai chaud un peu mais ça va. Ouais, on sort. On est en pleine canicule encore. On est Bah début oui, septembre. c'est canicule, après c'est l'hiver, après c'est canicule. Il n'y a plus de saison mon pauvre monsieur. Avant d'oublier, je tiens à remercier Coworking Saint-Étienne qui nous accueille aujourd'hui gentiment dans la Cosmos House. C'est beau. Ça va, t'es bien installé ? On va se croire à New York. New York c'est comme Montbrison mais en mieux. Ou c'est Montbrison, c'est comme New York mais en mieux plutôt. C'est ce que dit DJ Alain. Bon, il y a peut-être quelques personnes, elles ne doivent pas être nombreuses, qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas. Comment est-ce qu'on peut te présenter ? Humoriste, chanteur, chroniqueur, supporter ou un autre truc en heure ? Tous les trucs en heure. Bon branleur par moment. Procrastinateur. Supporter, si tu veux. À la base, c'est chanteur. Rappeur. Chanteur-rappeur plutôt. Rappeur. Et après, bon, comme je suis de Saint-Étienne, je suis fan des Verts depuis la maternelle. Parc de l'Europe. Les maîtresses, elles mettaient déjà le morceau de synthé, donc t'as pas le choix. Donc tous les trucs en heure qui t'arrangent. On est là au Technopole à 2 pas de Geoffroy Guichard. Est-ce que c'est ta deuxième maison ? Oh, je dirais pas ça. J'y vais un peu moins souvent. Je dois bien... J'ai plus d'argent. J'allais dire c'est la maturité, non ? Non, j'ai fait une période où j'y allais beaucoup, dans ma jeunesse. Mon père m'a amené au stade pour la première fois, j'avais 6 ans. Saint-Étienne-Laval. Et après, transmission, après avec les collègues, jusqu'à 25 ballets. Et puis après, j'ai fait beaucoup de scènes. Enfin bon, mes autres personnages ont fait beaucoup de scènes. Donc les week-ends, j'étais pas là. Et puis j'y vais là de temps en temps quand l'envie m'en prend. Aller au stade, c'est quoi ? C'est synonyme plus d'une soirée entre copains. C'est regarder un match de foot. C'est l'ambiance du stade. C'est quoi ? Oh, moi, ça a toujours été plutôt avec les collègues. Après, c'est l'ambiance, ça dépend des matchs. C'est histoire d'être là. C'est une sorte de... Tout le monde se réunit. C'est l'histoire de rencontrer du monde qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et qu'on connaît depuis longtemps. Et qu'on connaît peut-être des fois qu'au stade. Et avec les collègues, les amis, boire des canons. Mais même, j'ai même amené mon fils il n'y a pas longtemps, qui a 5 ans. Donc, on transmet le truc. Si on y va en famille, soit avec les collègues. Ça dépend de l'âge qu'on a, de la maturité, comme tu dis. Il arrive un moment, bon, c'est plus compliqué, mais on transmet. Après, on vient dans le petit carré corner family quand on est avec les gamins. Et puis, quand on est sans les gamins, et ça fait du bien. Et qu'on peut boire des canons, on va plutôt dans les copes. J'allais te demander justement, alors à Saint-Étienne, c'est difficile de passer à côté de la SS. Toi, le virus, il t'est transmis comment ? Est-ce que c'est une affaire de famille ? Est-ce que c'est aussi à l'école primaire ? Comment ça vient ? Moi, c'est mon père qui m'a amené pour la première fois, comme je disais, à l'âge de 6 ans. Mais dans tous les cas, comme je disais, nous, à l'école, moi, je suis né à la Métard, à la clinique du Rond-Point. Maintenant, c'est une boulangerie. C'est farineur, forcément. Tu connais. Donc, Ouais. j'étais à la maternelle au Parc de l'Europe, après à la Réjaillère, après collège. Mais nous, depuis tout petit, même quand en primaire, on jouait au foot à toutes les récréations. Hein. C'était mixte 1 contre mixte 2. Et on reproduisait, on parlait de l'SS constamment. Donc, t'as pas le choix. Justement, c'est difficile de te donner un âge avec ce bod et ces lunettes. Tu as grandi avec quelles équipes, quels joueurs de Stéphanois ? Moi, je suis né le 5 juin 1977. Je suis un vieux. Alors, juste après le pic ? Juste après, voilà. C'était l'après-popée. L'après-popée, c'est ceux qui ont le plus galéré. Parce que c'était plus compliqué. Non, il y a eu 81 quand même. Oui. Mais après, moi j'ai connu, quand j'ai commencé à pouvoir aller au stade tout seul avec les collègues, ça c'était les années
C'était pas simple. Hein. Ouais. Il y a eu de la D2, mais il y a eu des bonnes périodes où on rigolait beaucoup. C'était plus folklorique à l'époque et moins cadré et moins. Toujours, il y a eu toujours beaucoup de rocheteaux de pognon dans le football, mais on parlait moins de ça. Un peu moins en tout cas, et puis c'était un peu plus libre. Tu allais au stade, tu pouvais rentrer, sortir comme dans un moulin. Tu buvais des canons, de la bière. Bon, après ça s'est arrêté. Après là c'est revenu, j'ai vu vraiment. Mais tu pouvais changer de cop d'un côté à l'autre avec les collègues suivant ou attaquer la SS. Tu pouvais te balader. Nous on faisait surtout, c'était là l'occasion d'être sans les parents et de faire commencer à se débrouiller un peu seul, faire quelques conneries quoi. Mais c'était plus. Ouais, moi j'ai vécu l'époque Lubo, c'est surtout ça. Ah, Moi. oui. C'est Moravchik, c'est mon idole de toujours. C'est Il m'a partagé. envoyé un message un jour, j'ai pleuré, j'ai appelé mon C'est père. vrai? Mais bien sûr, Lubo. Mon Lubo. Comment ça s'est fait? Raconte-nous. Oh, c'est parce que il était fan. Non, non, c'est surtout qu'il a un grand. Il est resté avec beaucoup. Il a beaucoup de contacts sur Saint-Étienne encore, parce qu'il y a vécu longtemps. Et il a une famille, enfin des potes à lui, c'était ses voisins à l'époque, qui sont restés ses amis. Donc il va les voir de temps en temps. Et il y a la fille de ces gens-là qui m'ont appelé. Il y a Lubo, je sais que t'es fan, qui vient. Je vais essayer de lui dire de te faire une petite vidéo. Et il m'a envoyé une petite vidéo. Donc j'étais heureux. Moi, ça a vraiment été un de mes idoles, quoi. Mais j'ai connu l'époque avec El Hadaoui, Dimitrov, Steve Bake, c'était Garant, Tibeuf. Ah, moi, je suis un peu plus jeune, ça, c'est des noms qui me parlent. Ah, Mais Garant, j'ai pas vu c'était la leurs grande exploits. époque. Ça. Après, l'époque Lubo, après l'époque Alex Aloisio, c'est un peu Ah plus oui. tard. Et puis après, là, Entre-temps, est-ce que tu t'es régalé des Laval un mercredi soir, des places qu'on pouvait avoir au CDI, eh au ben, collège, c'est tout tellement à il y avait fait. personne Moi, au stade? à l'UNSS, quand tu faisais l'UNSS, ils te filaient un ticket gratos pour aller au match, tout le temps. Le petit ticket rose. Donc nous, on y allait. Moi, j'allais à tous les matchs. Après, j'ai commencé. Bon, mes collègues, nous, on a connu le début des ultras, on va dire. Donc mes collègues qui étaient chez les Magic, mais je connaissais du monde chez les Green aussi. Tout le monde était dans le Cop Nord. Et donc, moi, j'ai commencé à les suivre un petit peu sur quelques déplacements. J'étais pas le. On va dire que pour être ultra, il faut être vraiment. Il faut y mettre beaucoup de vie et beaucoup de son temps là-dedans. Et je le faisais peut-être pas assez parce que je faisais la musique à côté, et donc j'avais d'autres priorités peut-être. Mais les deux, c'était parfois compliqué, mais j'ai fait pas mal de déplacements avec eux. Et j'en ai fait encore quelques-uns. C'était il y a l'année dernière ou l'année d'avant, où tu rigoles quand même. S'il y en a un ou deux qui t'ont marqué plus que les Des autres, déplacements? c'est où? Ouais. Ah bah Lyon. Ah, l'époque, l'histoire de la barrière qui s'effondre. Bon, ça c'est un truc d'ultra, mais il y avait quelque chose d'extraordinaire quand même. C'était, je ne sais pas, il y a quelque chose que tu ressens que pour un derby. Je ne sais pas, c'était un déplacement extraordinaire comme à Marseille aussi. On a fait un bon déplacement à Marseille qui était... Bon, c'était toujours des ambiances un peu électriques, hein, mais il se passe quelque chose d'assez surréaliste. Et sinon, je sais pas... Voilà le Stade de France pour la Coupe de la Ligue, la finale. Tu y étais, ouais. Oui, avec les collègues, on est parti pendant 3 jours. 3 jours avant ou 3 jours après? 2 jours avant, et puis on est revenu le dimanche, fatigué un peu. On a beaucoup ri. C'était l'occasion justement de retrouver pas mal d'anciens qu'on croisait dans les gradins et qu'on ne voit pas forcément dans la vie de tous les jours. Il y avait un lieu qui avait réuni beaucoup de Stéphanois ce jour-là, c'était la Divette de Montmartre qui vient de fermer. Tout à fait, je connais le Est-ce que, Sergio. Voilà, est-ce que MC Pompi avait eu l'occasion de s'y produire? J'ai joué une fois à la Divette avec le Serge. Parce que moi, le premier album qu'on m'a produit, c'était P-Box avec Sony Music, mais P-Box était dans Montmartre, ce label. Donc ils m'ont fait jouer le premier soir où je suis monté à Paris, j'ai joué à la Divette, et le lendemain je jouais je ne sais plus où dans Paris en première partie de Hall de l'Off. Donc je connais le Serge, m'a accueilli dans son petit troquet, c'était sympa, et je me souviens il y avait Zaz, tu vois la Ok. chanteuse, Ouais, bien sûr. qui était sec comme un babet, qui buvait des rouges à plus en pouvoir, qui s'en foutait totalement de ce qu'on faisait avec Alain, mais c'était assez drôle à voir Zaz avec les dents violettes à force de boire du pinard, qui te regarde dire n'importe quoi. Bon, c'est pas facile d'enchaîner après ça, mais on a parlé plus de toi et du foot Tout à fait. comme spectateur.
Est-ce que tu as été joueur et est-ce que tu as été joueur au point de devenir pro, mais les croisés, tu connais? Ah, bah, non, comment te dire, j'ai joué au foot toute ma jeunesse. Toute mon école primaire, collège, lycée, on jouait au foot tout le temps. Après, bon, je faisais un autre sport qui s'appelait le kendo, qui est un art martial, qui me prenait beaucoup de temps. Mais je faisais du foot, parce que mes collègues faisaient tous du foot, et puis on adorait ça. Donc j'ai joué à l'Asmetar Marandinière, notre club de cœur. Et après, j'ai fait quelques expériences. Qu'est-ce que j'ai fait comme club? Saint-Prix-en-Jarret. En cadet, je me souviens plus. Le FC Bellevue. Ok, je connais même pas. Ah bah personne connaît. Et, j'en ai fait. Et j'ai fini ma carrière à Saint-Jean-Bonnefond, en équipe 3. Avec une bonne équipe de gars qui s'étaient tous fait les croisés, peut-être. Mais qui prenaient beaucoup de temps en troisième mi-temps à beaucoup rigoler. Et puis, je n'ai jamais pu prétendre à quoi que ce soit. De toute façon, j'avais bien vu que j'avais pas le niveau quand, à l'époque, à la Métard, il y avait Fabien Boudaren. Je sais pas si tu connais. C'est un ancien joueur de Bien l'SS. sûr. C'était un ami. Il habitait le même immeuble que moi. Il avait 2 ans de moins que moi. Et avec mes collègues, on jouait au foot, toujours en bas de l'immeuble. Il nous mettait déjà des branlées phénoménales. Et là, on l'a vu partir quand il est arrivé stagiaire à l'ASS. Il est arrivé dans sa cabriolet. Parce qu'il touchait 18 000 francs par mois à l'époque, je me souviens. Il nous disait. Et on a dit, bon, je crois que c'est Bibi, pour nous, il est intouchable. Alors le reste. Donc non, j'aurais jamais pu prétendre être footballeur. À part en bas de chez moi, dans le triangle à la Métard. Petite parenthèse, Fabien Boudaren que j'ai sollicité sur les conseils d'Adrien Ponsard qui m'a dit qu'il aurait beaucoup d'anecdotes. Si jamais il nous écoute, ah ben oui, c'est quand il veut. Adrien Ponsard, que je salue, c'est mon Adrien que j'ai croisé il n'y a pas longtemps. On a fait une course ensemble et il a participé à une vidéo avec moi pour mon spectacle. Ok. Avec d'autres joueurs comme Koulibaly ou mon pote Guillou qui a réuni une belle équipe d'anciens briscards de sa génération. Comment s'est fait le passage de l'ombre à la lumière pour Pampi? Je crois que c'est vers 2012-2013 2011. 2011. Ah bah oui, Alain Didier-Alain, qui est de Montbrison, qui a créé les blagues Panthères. Hein, c'est ceux qui ont inventé le rap américain, qui considèrent que le forêt est un peu comme les États-Unis. Donc, comme je te disais, Montbrison, c'est comme New York, mais en mieux. Saint-Étienne, c'est le Washington DC. Et il m'a vu un jour au Café de la Gère, Place Jacquard. Il m'a dit, en buvant un canon, il m'a dit, toi, je vais faire de toi une vedette. Donc il m'a dit, viens dans le studio à Montbrise. On a bu des canons. Il m'a dit, tiens, il m'a mis une instru, une prod, et j'ai posé un morceau, un texte, et puis voilà, c'était parti. Tu avais déjà ce thème-là du foot, de synthé, c'était... Ah mais Pampi, il est né là, en 2011. Donc oui, ça faisait partie un peu... C'était pas que foot, c'était vraiment... c'était l'accent gaga, le gars du coin, donc le foot en fait partie. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Parce que sortir un album, c'est pas non plus anodin. Eh ben oui, mais c'était pas prévu parce que j'étais sur la compile des Black Panthers, justement. On avait fait une compilation qui s'appelait Hip Hop Soul Party. Donc Soul, S-A-O-U-L. Parce que le but, c'était de boire des canons et de dire n'importe quoi. Avec une petite parodie du vrai hip-hop soul. C'est les inventaires du rap américain, les Black Panthers. Donc, ce morceau, il l'a mis dans la compile avec tous les autres MC présents. Et il se trouve que ce morceau, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout leur truc, là, l'Instagram, les TikTok. Il y avait MySpace. Ouf. C'était le seul truc qu'il y avait. Mais le morceau a commencé à être partagé, et je ne sais plus combien de milliers de fois, centaines de milliers de fois. Et il se trouve qu'il y a Mickaël Furnon, tu vois, le chanteur de Mickey 3D. Qui est une autre cible de ce podcast, décidément. Tu me tends les places, c'est gentil. Voilà, et Mickey, il a écouté ce morceau, et il l'a fait passer à Bertrand Aubonnet, qui est de Montbrison, originaire de Montbrison, mais qui avait créé sa boîte de prod et son label, qui était sur Paris, P-Box, et qui était le tourneur de Mickey 3D. Donc il a présenté, après il m'a renvoyé. Ils ont voulu me signer avec, comment il s'appelle? Parce qu'ils se sont enflammés. Ils se sont dit, il y a des centaines de milliers de vues, donc on va sortir un single. À la base, ils sortaient des singles, c'était avec, je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si c'était Universal. Il m'avait envoyé une sorte de contrat, mais un petit peu exclusif.
sur l'entièreté de ma personne. Ok. Tout ce que je faisais leur appartenait. Donc, j'ai dit non. Et après, un an plus tard, on a dit, bon, il m'a dit, on va quand même sortir l'album, mais on a sorti avec P-Box, avec Bertrand, chez P-Box, et il m'a présenté les gars de Sony Music à Paris. On est allé à Paris, au Fun on the Night, avec La Fouine et compagnie à l'époque. Ok. Et on a signé un album avec eux. Et puis voilà, c'était le lancement, Un verre parmi tant d'autres, premier album. 2011, 2012, je sais plus. Ouais, c'est ouais, Dans ces eaux-là. dans ces eaux-là. Il y en a eu aussi un deuxième. Mais bien sûr, le 19. retour, le comeback. Voilà, parce qu'il y avait une petite pause. Bah, parce que le showbiz, ligérien, tu sais ce que c'est? La folie, show business, tout ce qui va avec, un peu à la Stromae, quoi, mais en plus petit. Le burn-out, donc remise en question, un enfant qui naît. Puis j'avais dilapidé toute ma fortune, donc il fallait revenir, comme ils font tous. On dit jamais 203. Est-ce que ça fait 4 ans? Ça fait 4 ans déjà, ben, ça passe vite, mais c'est ce Covid. On pense Covid, ça fout le vertige. Moi, j'ai pas vu le temps passer. 4 ans, et ben peut-être qu'il y en aura un autre, on sait pas. La pause, c'est parce que ça correspond à la bonne période du club. Les résultats étaient trop bons. Il y avait. Ah, ouais, ça correspond aussi à une petite lassitude aussi, parce qu'avec Alain, on a tourné quand même pas mal. D'accord. Après le premier album, on a fait une tournée mondiale de la Loire. Et on a fait beaucoup de vidéos, beaucoup de petites prestations, des anniversaires, des concerts. Et au bout d'un moment, on avait besoin de retourner un petit peu dans notre luche, au fin fond de la mine, pour oublier, pour se faire oublier. Donc voilà, c'était une sorte de, je sais pas comment, comme des ermites, une sorte de mise en retrait. C'est vrai que je parlais des albums. Le quotidien, si on veut te suivre, c'est beaucoup les débriefs d'après-match sur pour le deuxième Facebook. album, c'est ce que j'ai fait, ce que je faisais pas sur le premier. En effet. Parce que depuis le premier, comment te dire, les réseaux sociaux ont pris une ampleur qui dépasse l'entendement, d'ailleurs, qui parfois font peur, hein, moi je trouve, mais bon. Bah, tu viens d'être victime de ton succès sur Instagram. Et Donc on tout à t'a fait. piraté ton compte. Tout à fait. Et puis je me fais engueuler. Hein. Les gens m'envoient des messages, qu'est-ce que tu me dois 1000 balles? Bon, j'espère qu'ils sont pas fait avoir à acheter du bitcoin. Et oui, depuis vendredi, impossible de rattraper le truc. Je sais pas comment ils font, ils sont doués. Hein. Et Instagram, ils ont comment dire, si tu veux revoir ton compte, il faut passer, je sais pas, il faut faire 3 ans d'études. C'est compliqué. Ah ouais, ils m'ont piraté. Hein. Mais du coup, je sais plus pourquoi on disait ça, mais du coup, les débriefs, oui, c'est quand on a relancé le deuxième album, le label, du coup, j'ai changé de label. On a pris un truc un peu plus, vu qu'on revenait de loin, un truc stéphanois, Yes High Tech, qui est rue Saint-Joseph à Saint-Étienne, Ok. que je connais depuis longtemps. Et on a dit on va le sortir, mais ils m'ont dit par contre, parce que j'avais tout arrêté, j'avais arrêté mon compte Facebook, tout. Ils m'ont dit par contre si tu reviens, il faut faire Facebook, Instagram. Je dis oh là là. Et on s'est dit, on faisait de la promo et j'ai commencé à faire une vidéo où je commentais le match que j'avais vu là, parce que je ne savais pas quoi dire. Enfin, je ne savais pas quoi dire. Et je me suis pris au jeu un petit peu à faire des petites vidéos après match. Sur ce que je pensais du match. Moi, je suis qu'un supporter parmi les autres. Donc, mon avis n'a pas grand intérêt, mais c'était juste histoire de déconner, de dire de trop. Soit de m'enflammer, soit de cracher ma rage. Et c'est plus souvent le cas que l'inverse. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que Pampi. Je pense qu'il y en a qui m'ont dit que tu es un chat noir. C'est depuis que tu fais les débriefs, on est nul. Après, c'est peut-être plus facile de faire des débriefs parce que tu t'amuses quand même. Oui. Globalement avec ces parodies musicales. Pampi, on parlait Gaga, on parlait Stéphanois, ça veut dire fête. Justement, là, c'est pas la fête, justement. C'est la défaite. Ouais. C'est plus la défaite. J'ai fait plus de vidéos sur des défaites ou en train de m'apitoyer sur mon sort que m'enflammer, en effet. Et pourtant, ce qui est étrange, c'est que c'est 15 fois plus simple de faire des débriefs quand c'est la déprime et quand rien ne va. En chanson, tu veux dire? Ouais, parce que faire des morceaux sur quand on est heureux, la fête, c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait, dans la musique. C'est mon humble avis, hein. Ouais. Mais c'est pas facile. Tu peux vite tourner en rond et vite dire des banalités qui... T'es heureux, les gens, ils ont envie d'être heureux, on a fait tourner les serviettes, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte Voilà, il y en a qui font ça. Voilà. Moi, c'est pas ma spécialité.
Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans la boîte noire de ces débriefs? Tu peux nous expliquer comment tu fais? Est-ce que c'est le match en lui-même qui te rappelle une chanson? Est-ce que tu en as quelques-unes en stock en disant ah elle est facile à détourner? Comment ça marche? En général, c'est après le. C'est arrivé pendant le match où je trouve direct Après là, je fais beaucoup de chansons parce que avant je faisais peut-être plus de la. Je vais peut-être m'y remettre aussi à faire plus de la parlotte, des petits, pas des sketchs, mais parler, juste parler comme ça. Mais c'est vrai qu'en chanson, vu que je viens de là, on va dire que c'est pour moi une solution de facilité. Donc je prends un morceau et je le parodie ou je change les paroles. Pour moi, c'est vraiment le plus simple à faire. Et quand je regarde un match, à la fin du match, il y a un morceau qui me vient à l'esprit. Ou alors un mot. Et souvent, en trouvant un mot, on trouve les morceaux. D'accord. Parce que tu parles de facilité. Là, avant qu'on se voit, j'ai réécouté les 4-5 du début de saison. Il y a quand même un boulot pour refaire le texte, que ça tienne debout, qu'il y ait des rimes. Enfin, voilà, c'est pas un freestyle, quoi. Ah non, moi je suis pas en impro, je suis à part pour improviser peut-être sur scène 2-3 conneries, mais alors c'est loin d'être ma spécialité. En musique, en chant, en tout cas, j'ai jamais improvisé. Il y en a qui savent très bien faire. Moi j'ai besoin d'écrire un peu avant. Mais je me casse pas non plus le peignoir, comme dirait un collègue Selton. Hein. Je prends le morceau. En général, les mots viennent assez vite quand tu as l'idée. Si tu suis un petit peu le texte ou comment a été posé le texte en amont. Ok. Vu que j'écris souvent, c'est pas qui. Enfin, je reste modeste, hein, mais c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Donc, du coup, ça me vient plus facilement que parler comme ça. Ça demande plus d'écriture, je pense. Mais moi, c'est sur les vidéos, en tout cas. Par contre, je fais que du one shot. C'est-à-dire? Je fais une vidéo et c'est fini. Des fois, je la fais 2 fois, maxi 3 fois, mais c'est beaucoup je le fais en impro, j'ai pas préparé. Alors, quand il y a le morceau, je suis les paroles que j'ai écrites juste avant. Enfin, avant, j'ai pris une petite 20 minutes, une demi-heure à écrire le truc. Mais sinon, si c'est parlé, j'ai 2-3 idées dans la tête et j'y vais parce que je suis pas un grand comédien non plus. Et pour dire un texte, déclamer un texte ou écrire, c'est plus dur enfin, ça paraît plus naturel de le faire en impro, donc c'est pour ça que des fois ça flotte un peu, mais c'est pas mal, je préfère. Je voulais te poser la question, savoir si tu avais des influences, mais justement en réécoutant, j'ai trouvé du Francis Cabrel, du Clara Luciani, du Henri Salvador, du David et Jonathan. C'est dur de te classer. Je fais tout. Non, c'est parce que c'est grâce à Alain, ça. DJ Alain, avec qui je tourne depuis. Qui est celui qui m'a découvert, qui m'a fait. Lui, on fait souvent des soirées où on fait un concert et derrière il mixe. Il a plus de 40 000 morceaux, le gars. Et il mixe beaucoup années 80-90. Okay. Autant te dire que j'ai des trucs que j'aurais pas écouté forcément ou que j'ai déjà écouté dans ma jeunesse, mais qui me remet à l'oreille. Parce qu'il le mixe ou il s'en amuse et voilà. Donc c'est nous, je pense qu'il faut pas forcément, on n'a pas besoin d'aimer le morceau pour le parodier ou pour s'en servir, mais c'est lui rendre hommage quand même de le prendre. Mais on n'est pas forcément obligé d'être fan. Par exemple, Clara Luciani, bon, j'écoute pas forcément chez moi. Tu préfères Clara Luciani ou Zaz? Ah, puis j'ai jamais fait Zaz, il faut que je le fasse, tu me donnes une idée. Je sais pas comment les classer. Zaz, je connais plus, on va dire. C'est plus ma génération. Enfin, là, toutes les nouvelles, là, j'ai les nouvelles chanteuses, Armanet, Luciani, je connais pas assez pour. Là, le morceau, je l'ai découvert parce que si tu parles de ce morceau que j'ai fait avec la parodie que j'ai fait de Clara Luciani, c'est que je l'avais entendu la veille. C'est la Grenade, je crois, hein, c'est ça? Ouais. Une guinguette à la fabrique, André Zéboutéon, où je suis allé, où je travaille souvent, que je salue d'ailleurs. Et il y avait au tout début du concert, il y avait des gamins du conservatoire d'André Zéboutéon. Je ne savais pas qu'il y avait un conservateur qui faisait des reprises. Et ils ont fait une jeune fille qui a fait une reprise, qui a pris ce morceau. Et du coup, ça m'a resté dans la tête. J'ai dit, je vais prendre ça. Ok. C'est le pur hasard. Sinon, j'aurais jamais pris ça. Est-ce que, parce que tu as quand même un petit retentissement, est-ce qu'il est arrivé que certains des artistes à qui tu empruntes
l'air, la mélodie et le morceau réagissent? Oh non. Non. Non, à part, si, j'ai eu le droit, mais ça m'a fait plaisir. Parce que tu sais que j'avais fait une reprise de Renaud, Mistral gagnant. Et au final, perdant, c'est ça mon refrain, bon, comme d'habitude. Mais c'était, je sais plus quand c'était il y a 2 ans. Il se trouve que la sœur de Renaud habite Saint-Étienne. D'accord, tu me l'apprends. Et son neveu est à Saint-Étienne. C'est lui qui tient le magasin Elijah à Saint-Étienne, rue Saint-Paul. Et qui en a plein d'autres. Qui fait partie des Green Angels. Et j'ai un très bon pote à moi qui s'appelle Yann Loïc, qui en fait partie des Green Angels, avec qui j'ai habité une époque. Mon Yann, si tu m'entends, qui m'a envoyé un message, il m'a dit, bon, déjà, le neveu de Renaud valide. Déjà, c'était bien. Si le neveu valide, il l'aurait fait écouter à son oncle. Donc voilà, c'est la seule anecdote que j'ai sur quelqu'un. Ouais, elle est sympa, merci. Mais oui, Renaud, mais à Saint-Étienne, c'est le show business, il y a tout le monde qui vient ici. Moi, je reviens sur ton travail. Tu disais 20-30 minutes d'écriture. Oui, je sais pas. À peu près. Oui. Une prise? Une prise, voire, ça peut, si je suis pas en forme, ça dépend de la longueur du morceau. C'est 3 prises, maxi. Et en plus, je me prends pas la tête, hein. Je fais pas en version studio. C'est vraiment aucun cas. Ce que j'aime bien, moi, c'est le faire alors, comme si quelqu'un t'envoyait comme un collègue ou une amie ou quelqu'un de la famille qui t'envoie une vidéo qu'il a fait pour ton anniv ou machin, ou pour il est en soirée ou je ne sais pas, il veut te dire un truc, il fait une petite vidéo comme ça sans se prendre la tête sur le son forcément. Il faut que ça reste un peu fait à la maison et quincaillerie. C'est bon. Après, avec Alain, on a fait des montages vidéo, on a fait des trucs plus construits, plus montés, mais là, pour les débriefs, c'est pour ça que ça va vite. Est-ce que tu parlais de vidéos entre amis pour un anniversaire, par exemple? Est-ce que MC Pompi est sur ces applis où on paye 50, 70, 100 euros et pour offrir une vidéo personnalisée à un anniversaire? Non. C'est fou. J'ai vu que ça existait. Ouais. Sidney Govou, tu peux l'avoir à 150 balles. Non, moi, par contre, depuis le deuxième album, donc depuis que je suis revenu, je dis con, comme si depuis que le deuxième album, par contre, des vidéos d'anniversaire, de mariage, ou pour le BDE de je ne sais pas, de l'UIT, Tech de Code, je sais pas quoi, j'en ai fait des centaines. Et ben voilà, il y a un des marché. Centaines. Et alors, il me dit souvent, je te dois quelque chose. Alors, en général, je dis, bah, fais comme tu veux. Parce que des fois, on se prend la tête quand même. On se prend même plus la tête qu'à faire un débrief de match. Pour enregistrer la vidéo, tu veux dire? Je fais des mariages où les gars m'envoient, je leur dis, il me faut des infos, des anecdotes, parce que pour faire un truc personnalisé. Puis je vais pas dire qu'il y a des trucs que je connais pas en fait. Donc ils m'envoient, et des fois des pages entières. Donc j'écris, je travaille le truc. Donc des fois ils m'envoient d'un petit panier garni. Ok. Je sais pas, je leur dis achète-moi un album en contrepartie. Des fois, il y en a qui me donnent un petit billet de 50 balles ou 10 balles. Il y en a, et puis, il y en a, en général, là où qui te donnent rien. Et c'est quand je sais pas, tu sens qu'il y a un peu plus de pognon pourtant, mais finalement, c'est peut-être pas ce qui, comme d'habitude. Mais en général, ça se passe très bien. Moi, je demande rien en contrepartie, à part quand c'est pour des trucs officiels. J'ai déjà fait des trucs pour des entreprises, mais c'est pas arrivé souvent. Ce genre de truc, je me suis aperçu que j'étais pas super doué là-dedans. Mais il y a plein de particuliers, on va dire, enfin, des gens de Saint-Étienne, de toute la Loire, qui me demandent souvent de faire une petite vidéo pour les 30 ans de leurs collègues pour samedi. Bon, alors des fois, ça me prend 30 secondes, parce qu'il m'a dit 3 choses sur Adrien, 30 ans, vient de Saint-Féréol-d'Oro. Alors bon, je peux pas en dire improviser, ou alors des fois, ils me mettent je pense que je suis apparu dans pas mal de mariages ou des 40 ans, de trucs qu'ils mettent lors de la soirée. C'est une surprise Et j'ai même assisté à où ils me font venir pour leur mariage, pour la surprise pour les mariés. Pendant l'entrée des mariés, où là je vais faire je fais des anniversaires, c'est sympa. Ok. Mais il m'appelle. Il me donne un peu de rocheteau, quoi. Enfin, tu vois, ça, c'est du troc, c'est un peu donnant-donnant.
Bah, tout ça mis à bout, ça fait quand même une grosse communauté, parce que je crois que j'ai vu que tu étais à 18 000 sur Facebook. Et ouais. T'as déjà joué devant 18 000. Bon, j'ai la réponse en même temps que je pose la question. J'ai joué au Geoffroy stade. Guichard, voilà. Tout à fait. Mais autrement, t'as fait des concerts devant Autrement, tant pis, non. Parce que ça doit être beau quand même, concert de 18 000 personnes. Ah bah ça doit être énorme. Dans le stade, c'était énorme. Mais bon, c'était pas vraiment un concert, c'était un début de match. Mais c'était un derby. Donc forcément, il y a du monde. Mais sinon, oui, quand tu joues dans le monde. Et puis, mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas forcément les concerts devant le plus de monde qui sont les plus impressionnants. Des fois, tu peux jouer devant 15 personnes et tu flippes plus ou tu flippes plus. Tu as plus de pression que devant 500 ou 1000. Hein. Parce que c'est plus c'est loin, plus c'est facile. Et plus il y a de proximité, plus c'est intime, plus c'est dur. Ça, c'est mon avis. Ouais. Par expérience. Je sais que c'est plus simple de monter si tu as 1000, ce qui m'est arrivé, mais avec d'autres projets. Mais là, il faudrait que je me retransforme. Mais c'est pas pareil, mais c'est aussi impressionnant. J'ai pas dit le contraire. Bah, puisque tu parles du stade Geoffroy Guichard, j'avais pas prévu cette question, mais je vais te la poser. T'as quel rapport aujourd'hui avec le club? Est-ce que il regarde ce que tu fais? Est-ce qu'il te laisse faire ton petit bout de chemin de ton côté? Est-ce que vous arrivez à faire des choses ensemble? Plus aucun. Il y a un petit blanc là. Non, mais c'est parce que non, j'ai été un peu. Comment dire? Au début, oui. Sur le premier album, on avait une sorte de. Si on avait un Bertrand Bonnet de P-Box et Sony avait eu un partenariat. Donc on était apparu l'album autour, là, sur les panneaux d'affichage, là. Pendant le match, là, qui tourne, là, autour de la pelouse. J'avais le droit de faire mon clip dans le stade. Il m'avait donné l'autorisation de faire une vidéo avec les féminines de l'OSS. Il y avait un partenariat, plus ou moins. Et après, pour le deuxième album, j'ai commencé à avoir des gars de la com qui m'ont appelé à nouveau. Enfin, avec qui on a eu des rapports. Des rapports en tout bien, tout honneur, bien sûr. Et puis, j'ai rencontré Loïc, Perrin, qui n'était pas encore dans le... Et depuis, plus rien. Parce que je crois que je suis un peu trop véhément avec les présidents de la SS et ça ne plaît pas trop. D'accord. C'est le cas de beaucoup de monde, hein. En ce moment à Saint-Étienne, hein. Même des journalistes. Hein. Bon, du coup, la question qu'on pose à chaque musicien de Saint-Étienne de composer un éventuel hymne de la Saint-Étienne, c'est pas dans les tuyaux du coup? Ah non, ils m'ont pas demandé en tout cas. J'ai écrit un morceau sur Saint-Étienne dans le dernier album. Ah mais ok. Mais un hymne, non. J'ai une petite anecdote avec, mais bon, j'ai pas. Là, c'est avec avec mon Jackie, hein, qui a écrit le morceau des Verts dans les vestiaires avant d'entrer. Monty. Jacques Monty. Jackie il m'appelle. Il m'a dit mon blé, moi je l'appelle Jackie. On s'est appelé. On aimerait bien faire un truc ensemble, mais il m'a dit il m'a dit je suis plutôt jeune, je vais me faire le fémur bientôt. Comment ça se passe? Le col du fémur, mais on fera un truc quand les SS reviendront en Ligue 1. Donc autant te dire que c'est pas pour tout de suite. Donc mon Jackie, je t'attends. Et c'est surtout Romeyer et Cayazo, là il va falloir peut-être accélérer le mouvement parce que là, moi il y a Jackie qui m'attend et on attend pour faire le morceau d'être en Ligue 1. Quoi. Bon, je voulais finir parce que il y a encore une troisième partie qui arrive, mais je voulais finir celle-ci avec MC Pompi sur les projets, la suite des aventures. C'est quoi? C'est continuer les petits débriefs? C'est refaire éventuellement un album? Pour l'instant, je m'amuse toujours à faire les petits débriefs parce que il y a des fois, je zappe, je te vois. Hein. Je crois que cette année, il y en a un où j'ai pas fait parce que... Comment te dire, c'est un peu un jour sans fin, la SS, depuis quelques années, je trouve. C'est toujours la même chose. Les années se répètent un peu. Cette année, j'ai l'impression que c'est la même chose que l'année dernière. Donc j'ai peur de me répéter. Et des fois, j'ai pas, j'avoue, une inspiration de fou sur le match qui vient de se produire. Donc je me dis, j'attends le prochain pour faire quelque chose. Des fois, il vaut mieux se taire plutôt que de faire quelque chose qui... faut pas le faire, les choses. Faut pas se forcer pour faire ça. Surtout ça. Si on se force, ça se sentira, ça sera déjà pas bon. Donc je fais les choses, je continue à faire mes débriefs. Et là, on va faire... je refais mon one-man musical. Bon, Alain, je le laisse un peu de côté. Mon DJ, je te fais un bisou. Je fais tout seul sur scène. Un one-man, comme ils disent.
Un spectacle qui s'appelle Le Ver solitaire. Il y a à boire et surtout à manger, commander. Et je l'ai joué l'année dernière à Saint-Just-Saint-Lambert, les 2 premières, là, où c'était plein quasi à chaque fois. Même le deuxième soir, on a refait une date parce que les places sont parties très vite sur le premier soir. Mais il se trouvait que c'était France-Angleterre, je sais plus, en quart de finale de Coupe du Monde, ou demi, ou je sais plus. Donc on s'est dit il n'y aura personne, et finalement c'était quasi plein. Donc, comme quoi, le foot finalement, bon, ils peuvent se passer de l'équipe de France. Ici, on préfère Saint-Etienne à l'équipe de France, finalement, c'est plus important. Et là, on s'est dit, bon, on va essayer de le jouer un petit peu. C'est Saint-Just-Saint-Lambert, donc là, on va le jouer pour les Stéphanois. On va faire 4 dates au PAX. C'est un tout petit lieu sur Saint-Etienne, vers le palais de justice, une centaine de places. Et on va tester le spectacle en mode one-man, café-théâtre, avec du one-man show, des sketchs, de la vidéo, de la musique. Ce sera quand, ça ? C'est le 17 et... Tu vois, j'ai vérifié juste avant, hein, c'est pour ça. Je m'en souvenais plus. 17 et 19 novembre. Et le 8 et 9 décembre. Il faut venir. On passe un moment. Ça dure 2 heures. Entre 2 heures et 2 heures et quart. Donc il ne faut pas avoir bu trop de canons avant d'y aller, parce que sinon, ça va être un peu long. Et il y aura un petit bar à la fin. On pourra échanger, discuter. C'est un truc, c'est un petit comité. C'est une centaine de places. D'accord. Donc, pour ceux qui ont envie de venir, on passe un moment. On chante. On chante ensemble, parce que je fais chanter un peu le public. Je dis 2-3 conneries. C'est quoi la trame ? La trame, on va dire, c'est tout habillé pour finir à poil. C'est que la star, je me la pète un peu au début, comme tous les rappeurs qui se pensent être dans le game, hein, comme ils disent, pour finir un peu dénédé sur scène et plus proche de la réalité que de la fiction. C'est une façon abstraite de parler ou c'est concrètement finir nu ? Non, je veux pas tout dévoiler, justement. Non, voilà, il reste jeu de mots, ça va peut-être faire attirer les gens. Quoique, non, c'est même pas sûr. Je suis affûté comme Joris Gnagnon. Mais peut-être, venez, à la fin, il y a une surprise. T'as vu ce teasing ? Ouais. C'est beau, hein ? C'est beau. Ça, j'ai appris ça à Paris. On peut finir cette deuxième partie là-dessus ? Ouais, ben voilà, venez. Allez. Pour cette dernière partie de la conversation, MC Pampi est passé au vestiaire. Il a laissé la place à Dan ou à Julien ou au capitaine Bernard. Voilà, qui a posé ses lunettes. Et tu vois l'accent et moi là. Voilà, bah tu vois ta première réponse. J'allais dire, elle va nous donner un indice, savoir si l'accent était un peu amplifié ou si c'était vraiment. Il est carrément amplifié. Tu peux vraiment nous raconter d'où vient MC Pampi, parce que tu me l'as raconté très vite, proposition de DJ Alain, boum. Mais oui, ça c'est l'histoire, mais... Est-ce qu'il y a une petite graine qui était quelque part et qui a germé, qui a grossi ? Ah non, même pas, c'est vraiment le total hasard. Bon, après, avec les potes depuis tout petit, on s'amuse à faire l'accent, hein, parce puis on a entendu des expressions, des gens parler comme ça depuis tout petit, en fait, donc c'était pas bien compliqué. Et puis c'était quand on commençait à avoir le canon pour dire des conneries, il y a beaucoup de Stéphanois qui le font d'ailleurs, qui amplifient leur accent quand ils commencent pour déconner, pour faire de l'ironie, pour se moquer d'eux-mêmes, même, ou se moquer des autres. Mais le personnage de Pampi, c'est totalement le hasard, parce que c'est vraiment DJ Alain qui est pile ou face, parce qu'on faisait du rap tous ensemble, mais sérieux. On avait tous des groupes de rap, mais vu qu'on était aussi des déconneurs, on aimait bien, on était engagés, mais on aimait bien aussi dire beaucoup de conneries. Et du coup, il a vraiment créé un crew qui s'appelait les Black Panthers, où on laissait notre côté notre rôle de rappeur engagé, où on disait des trucs sérieux, et on se lâchait, en faisant des bons apéros, je te l'accorde, mais en faisant des parodies de rap à l'époque, de tout ce qui nous passait par la tête. Et c'est eux qui ont commencé, et puis nous, avec Crayon, l'autre MC de mon premier groupe, on a commencé à être potes avec eux sur Montbrison. Ils nous ont appelés, on commençait à traîner ensemble et à faire des conneries. Et un jour, il m'a dit, ouais, ce serait bien que tu viennes avec Crayon, qui est l'autre rappeur, c'est son nom de scène aussi, pour faire un morceau en gaga. On n'a pas ça avec l'accent, tout ça, ce serait cool, parce qu'on s'amusait à faire des accents aussi. Et donc on est arrivé, on a écrit le morceau le jour même dans sa chambre, et puis on l'a posé chacun de notre côté. On a une journée de fou, moi ça s'appelait.
C'est le premier morceau de MC Pompey. Ah, mais Après, oui. il m'a dit, bon, pour mettre sur la... Je mets quoi comme titre de morceau? Donc, j'ai dit, une journée de fou, il faut que tu me trouves un nom de rappeur pour ce truc. Et donc, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, j'ai dit, bah, je sais pas, MC Pompey. Vu qu'on disait, lui s'appelait MC Bouboule. À l'époque, on disait beaucoup MC pour les rappeurs, parce que c'était comme ça, les MC Solar, les MC Hammer, les maîtres de cérémonie, quoi. C'est l'histoire du hip-hop. Et donc, c'est venu vraiment totalement par hasard. Et vu que ce morceau a marché, oui, ça a plu à beaucoup de gens sur Saint-Théo ou même dans la Loire, parce que ça n'avait pas trop été fait ou alors, bon, en tout cas, ce morceau Peut-être pas ce format-là, ouais. Ouais, voilà. Donc, ça a marché. Donc, voilà, c'est sorti. C'est venu totalement au hasard d'un après-midi à boire des bières sur Montbrison. Donc finalement, rap, entre guillemets, parodique, Orelsan n'avait rien inventé. Ah bah non, mais Orelsan n'a rien inventé. Il est très fort, mais ça se fait depuis belle lurette bien avant lui. Et on est beaucoup plus vieux qu'Orelsan. Mais ça se faisait déjà à l'époque. Il y avait une grosse scène, même rap parodique, qui s'amusait, ou drôle, ou Les Winkles, même des potes, Carlité Cabok, même nous dans Red Bull, on s'amusait. Enfin, tout le monde faisait... Enfin, ça existait, hein, c'était pas... Bon, lui, il a monté le truc un peu très haut, mais c'est devenu une star, comme on dit, mais ça a toujours déconné, ouais. J'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur la scène rap, parce que j'ai l'impression, mais c'est peut-être juste parce qu'en vieillissant, j'ai mon horizon qui s'est ouvert, mais j'ai l'impression que la scène musicale, elle est plus riche, plus large aujourd'hui à Saint-Étienne qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans. Moi, j'avoue que le seul groupe de rap stéphanois pour moi que je connaissais à l'époque quand j'étais au lycée ou à la fac, c'était SK Crew. SK Crew, qui ont commencé en même temps ouais, en même temps que nous. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter comment c'était, où est-ce que ça se passait? Déjà, là, à Saint-Étienne, il y a une culture musicale il n'y a pas que le foot, il y a une culture musicale énorme. Il y a plein de groupes qui viennent de Saint-Étienne. Et par rapport à la taille de la ville, qui est très impressionnant, même maintenant, l'entourloupe explosé, t'as les Terres Noires, c'est Dune Pavarotti, t'as la Dubbing qui... Nous, on a commencé le rap, la musique avec Dubbing Corporation. On faisait partie du même groupe. On avait un crew, c'était un sound system qu'on appelait ça à l'époque, mélange rap, reggae, raga, Massasound Crew avec Crayon, avec le gars qu'on se connaît depuis la maternelle. Nous, c'était un groupe, on se connaît tous de la métard depuis qu'on est à la maternelle. On a créé un groupe qui s'appelait Red Bong en 98. Et à l'époque, c'était vraiment... il y avait le rap avec attaqué depuis un moment. On était le fan des Assassins, TM, IAM et compagnie. Mais à Saint-Étienne, il y a eu une effervescence. D'abord, avant, le rock, le punk, tout ça a explosé. Enfin, il y a vraiment eu toujours une culture musicale énorme. Et dans le rap, il y avait la 5e colonne, qui était un des plus gros groupes de rap stéphanois, SK Crew, nous. Mais nous, on était plus électro, hip-hop. Nous, on a commencé à mélanger un peu tout, parce qu'on venait aussi de la techno. Mais il y a toujours une scène énorme. Mais à l'époque, ça se produisait. Il y avait le Hall C. Donc c'était au Parc Expo. Ouais, c'était là avant le fil, c'était la salle qui avait une sorte avec des loges en préfabriqué, mais où il y a eu des concerts gigantesques là-dedans, quoi. Mais il y avait le Mistral, il y avait plein de bars dans Saint-Étienne il y avait une grosse scène. La Mano Negra, ils répétaient, il y en a plein qui sont du Soleil, par exemple. D'accord. Il y a une scène, des membres du groupe. Ouais. Manu Chao, il venait souvent au Soleil. Enfin, il y a vraiment je sais pas, il y a toujours eu des groupes, on ne croirait pas, mais et même encore là, des groupes qui jouent national, international et qui sont issus de Saint-Étienne, parce qu'il y a une sorte de culture. Peut-être parce que c'est pas la plus belle ville du monde, sauf si on y habite depuis qu'on y est né. Mais il y a des gens qui disent ouais, c'est un peu moins maintenant, mais je sais pas, à l'époque, quand j'étais petit, on disait c'est gris, on s'ennuie, il n'y a rien à faire. Mais en fait, il se passait plein de trucs. Il y a plein de salles de répétition, il y a plein de... Tu vois au fil, là maintenant à côté, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de studios de répétition de partout. Et une grosse scène, maintenant, bon, c'est plus pop urbaine, pop comme Terre Noire, comme... je sais plus qui c'est qui a explosé dernièrement, mais j'ai plus le nom parce que c'est pas trop le style que j'écoute, mais il y a du monde qui sort chaque année des sentiers battus. Alors que Lyon, pour les citer, il y avait qui on avait pas comme dans le label Jarring Effect avec iTunes, tout ça, qui nous tournait Red Bong, mon groupe à la base.
et ben c'est beaucoup plus gros et on dirait qu'il y a moins de choses qui sortent finalement ou qui restent peut-être plus dans le underground, je sais pas. Mais là ici ça va dans tous les sens, ouais. Autant sur le côté alternatif que le côté mainstream du truc. Il y a une grosse scène musicale en tout cas à Saint-Étienne et dans les alentours. Pour revenir au constat, mais qui est le mien, hein, avec qui je suis, j'ai l'impression que ça se sait plus. Est-ce qu'il y a plus de moyens de se faire connaître? Après c'est peut-être plus c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux. Et que maintenant, par contre, c'est l'effet inverse. Il y a des gens qui sortent un morceau, mais bon, après, tu peux acheter tes vues aussi sur YouTube et compagnie, mais il y a aussi des gens qui sortent un super morceau en studio. Vu que maintenant, la musique s'est démocratisée, nous, on a attaqué pour faire un morceau, c'était compliqué de faire un sample. C'était les balbutiements de l'ordinateur. Maintenant, c'est quand même plus simple. Tu peux faire un home studio assez facilement chez toi. Si tu investis dans un bon micro, et il y en a qui sortent des morceaux qui font des millions de vues et puis qui sont vite mis en avant. Nous, avant d'être mis en avant, il fallait avoir fait 150 concerts, quoi. Avant, c'était plus le live qui était prédominant. Et une fois que tu avais fait tes preuves en live, tu pouvais prétendre aller en studio. Maintenant, tu peux aller en studio plus facilement. Après, c'est en live, il y en a qui ont des millions de vues, mais ils ont fait 4 concerts, quoi. Enfin, moi, la musique, pour moi, c'est du live, donc... Enfin, non, en fait, la musique, il y a ceux qui sont super forts en live et ceux qui sont super forts en studio. Et puis, il y a ceux qui sont super forts dans les deux, mais ça, c'est beaucoup plus rare. C'est là-dedans qu'on range MC Pompey? Non, moi, studio, c'est vraiment pas, j'avoue, ma grande spécialité. J'ai progressé, vu que j'ai attaqué il y a 25 ans. Mais c'est pas... Il y en a qui sont bien plus doués ou qui se prennent beaucoup plus la tête. Moi, j'avoue que je préférais faire du live. Bah justement, tu me fais une petite transition parce que je pensais pas qu'on ferait autant une partie histoire de la musique à Saint-Étienne, mais c'était hyper intéressant pour moi et donc je pense pour les personnes qui nous écoutent aussi, donc je t'en remercie. Mais j'avais une question toujours sur la création de ce personnage de Pompey qui arrivait très vite avec son look, ses lunettes, son bob, son survêt loto, il me semble, à l'époque, qui est encore aujourd'hui très habillé. C'était vraiment l'idée de créer un personnage ou c'était aussi qu'on s'identifie pas? Oui, c'était vraiment. T'as raison, c'est ça. C'était histoire de se cacher. Parce que je faisais. Et qu'il n'y ait pas des hordes de fans qui t'attendent c'était plus parce dans la grande rue. Ouais, voilà. C'était plus parce que j'avais un autre groupe avec qui j'ai commencé, Red Bong, qui était un truc sérieux. Enfin, même si on faisait des morceaux aussi drôles, hein, mais c'était histoire de séparer Dan, qui est mon nom de scène, l'artiste qui était le rappeur, et ce personnage. Et c'était un peu bizarre de le faire. Là, vu qu'MC Pompey, à la base, c'était un clown. Moi, je le voyais comme un clown. Donc, un clown, il se déguise. C'est pas forcément quelqu'un qui est comme ça dans la vraie vie. Donc, c'était une manière aussi de se cacher pour pouvoir faire d'autres projets. Mais là, je me rends compte de plus en plus qu'on me reconnaît sans le truc, sans les machins. Et voilà. Mais parce que c'est peut-être Dieu aussi. Malgré tout, au bout d'un moment, quand tu vois tout le temps la même tête, même avec son bob et ses lunettes, t'arrives à... Il y en a qui me dévisagent un peu en se disant c'est peut-être lui, non, pas... Ou qui me demandent. Ton costume et tous tes accessoires, est-ce que ce sont les tiens? Est-ce que tu t'es fourni... par exemple, il y a une boutique comme Trinquant qui est spécialisée là-dedans. Comment tu procèdes? Alors, pour Pompey... En fait, j'ai un collègue qui est brocanteur depuis beaucoup plus longtemps que Dorian, chez Trinquant, que je connais bien aussi, mais c'est plus récent quand même. Et lui, il a une boutique qui s'appelle Les Objets Trouvés, qui se trouve dans une rue perpendiculaire à la rue des Martyrs, mais je ne me souviens plus le nom de la rue. C'est une rue, le Hub Square. Il y a Mélie Mélodie, Jérôme, qui vend des vinyles. Il y a Sarah Labellette, qui fait du vintage. Je leur fais de la pub parce que c'est tous des potes. Et mon pote Stéphane, qui j'ai habité aussi, à ce magasin depuis longtemps, qui était avant derrière Chavanel. Et c'est lui qui m'a fourni le premier costume de Pompey. Parce qu'en tant que brocanteur, il est dans le coin, mais bon, il va un peu de partout en France, mais il a des trucs de l'SS qui reviennent de temps en temps. Et quand il a fallu, une fois qu'on a sorti, qu'on a signé pour un album, vu qu'il voulait faire des photos, et puis on a commencé à faire du teasing de l'album, donc des premières petites. C'était le début quand on commençait à faire des vidéos avec Alain pour teaser l'album, comme on dit. Donc il fallait un costume. Donc c'est lui qui m'a
qui m'a fourni. Donc allez le voir, il a plein de choses. Mais allez voir Dorian aussi, Trinquant, chez qui j'ai joué pour la fête de la musique l'année dernière. Mais lui, c'est vraiment spécialisé foot et ASS, rétro, ouais. Ok. Alors que les objets trouvés, c'est plus... Enfin, il y a tout. Il n'y a pas que du foot. Tu as parlé de ton autre groupe au passé. Est-ce que ça veut dire que c'est un peu plus en retrait? Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels on peut te retrouver? J'ai attaqué avec le groupe qui s'appelait Red Bong, qui c'est un groupe d'électro-hip-hop en 98, donc avec 3 amis d'enfance avec qui j'étais depuis la maternelle, à la Méta. Donc un groupe de la Méta, beaucoup de DJ ou de gens qui sont issus de là-bas d'ailleurs. Et ça s'est fini parce que après 15 ans, chacun est parti dans d'autres projets. On s'est retrouvés pour les 30 ans, je crois, de Paroles et Musique, qui avait fait une soirée où ils faisaient revenir des anciens groupes qui avaient participé donc au fil. On aurait fait un petit concert. C'était peut-être prévu qu'on refasse autre chose. Et puis finalement, les aléas de la vie ou chacun, c'est déjà ses projets, les plannings. Enfin, c'est compliqué de se retrouver pour faire finalement un album. J'ai l'impression. Donc voilà, c'est vraiment passé. Mais après, il y a plein de trucs à trouver. On a fait 4 albums. On a été découverte du Printemps de Bourges. Donc du coup, on a fait beaucoup de scènes. On a fait au moins 400 concerts. Ok. On a fait des gros festivals à une époque. Mais comme tu dis, pour te dire, c'est que c'était avant l'explosion des réseaux sociaux. Donc forcément, il y a moins d'archives, moins de vidéos, moins de trucs. Où maintenant, je pense qu'on exploserait comme on explosait à l'époque. À l'heure actuelle, vu que tu es obligé de faire de la vidéo, ils demandent tout cela, même les programmateurs. Il y aurait beaucoup plus d'autres trucs et tout le monde filme maintenant les concerts. Avant, les gens ne filmaient pas. Ils venaient en concert pour vivre un concert. Tu avais un photographe qui était là pour immortaliser le truc, ou tu avais quelqu'un qui a été payé pour faire un live, une vidéo live du concert, mais tu n'avais pas des centaines de personnes qui passent plus de temps à filmer le concert que... Donc forcément, maintenant, c'est plus... tu regardes bien, même les groupes, ils ont tous les trucs, ils mettent leur story avec des gens du public qui ont filmé, etc., quoi. C'est différent, quoi. Et après ce groupe, sur la fin, je suis parti via le fil, avec Max, qui est le coordinateur pédagogique du film et qui est aussi un DJ. On est parti en Afrique, au Sénégal, avec qui le fil était en partenariat pour faire un festival là-bas. Donc on a rencontré 2 rappeurs sénégalais. Et vu que ça s'est bien passé, on y est retourné 2 années de suite, faire des tournées sur le Sénégal et la Gambie. On crée un groupe finalement, alors que c'était un projet à la base. Okay. Ça s'appelait Mondo Gift, qui s'est terminé aussi, parce qu'il y en a un qui est parti vivre aux États-Unis, puis... les aléas de la vie aussi, enfin bref. Mais du coup, on a fait pendant 3-4 ans des tournées. On était en première partie d'IAM. Ce groupe a bien commencé à marcher en France. Enfin, marcher. Si, en fait, il y a plein de groupes qui existent, mais qu'on voit pas à la télé, qu'on n'entend pas forcément à la radio, mais qui vivent, qui sont toutes les semaines en tournée, quoi. Et donc, on a fait pas mal de choses intéressantes avec. Et puis, j'ai créé aussi, avec 2 autres collègues, on a créé un autre groupe qui s'appelle Maestro. On avait passé des auditions, mais là, c'était plus dans l'ordre pédagogique. On a créé un spectacle pour les préventions des risques auditifs. Ok. 12 leçons, ils font tout un processus sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça existe dans toutes les régions. Et ils prennent 2 groupes tous les 4 ans. Donc, on a fait 4 ans de tournée avec ce spectacle où on allait dans toutes les SMAC. SMAC, c'est salle de musique actuelle, comme il y a au fil, dans tout Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on en a fait un paquet, avec des ados, des collégiens, lycéens qui venaient assister au spectacle. Donc c'était plein à chaque fois. Pendant leur période scolaire, donc pour les sensibiliser aux risques auditifs. Et donc, vu qu'on avait gagné, on aurait passé des auditions, on a été pris, donc on a fait 4 ans de tournée, et vu que on avait l'habitude de brasser avec des jeunes, et en vieillissant, on a décidé, après cette tournée, de créer un spectacle jeune public. Donc, c'est à partir de 5 ans jusqu'à... Mais ça s'adresse à des adultes aussi, hein, qui s'appelle Les Vauriens de la Galaxie, et qu'on tourne depuis... Maintenant, on va dire, il y a le Covid qui nous a un peu coupé les pattes, mais on a sorti un album et une BD avec du spectacle. Et là, on tourne à l'heure actuelle avec ce spectacle un peu de partout en France. Ok. Ce week-end, je vais en Seine-et-Marne.
Dans le 78, à Fontenay-Saint-Père, je jouais. Donc je peux pas te dire où c'est. C'est pas loin de chez les Balkany, je crois. Mais tu vois, on tourne avec ce morceau. Là, c'est un spectacle qui mélange comédie et musique. Ok. Bon, bah écoute, super. Et Pampy, et voilà. Et Pampy. En tout cas, c'était hyper sympa de parler et du projet Pampy et de tout le reste. J'ai appris plein de choses grâce à toi, donc je suis ravi. Ouais. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Oh bah ouais, j'ai discuté sans regarder l'heure. C'est bon signe, c'est plutôt bon signe. C'était cool. Ça m'a rappelé des souvenirs. Voilà, bah écoute, je suis ravi si tu es ravi aussi. J'espère que toutes les personnes qui nous écoutent auront passé un bon moment aussi. On te retrouve donc sur Facebook, sur Instagram si d'ici là tu as récupéré ton compte. Si la personne qui est en train de vendre des bitcoins le lâche, ou si Instagram m'autorise à récupérer mon propre compte, ou sinon, on va peut-être être obligé d'en créer un autre. Je sais pas comment on fait dans ces cas-là. Je sais pas, on me dit c'est la rançon de la gloire, mais je sais pas si franchement il a choisi la bonne personne pour aller vendre des bitcoins à des gens qui suivent les conneries d'MC Pampy. Je sais pas si c'est les personnes les plus riches du monde. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, j'espère qu'il n'y en a pas un sur les 10 000 et quelques qui étaient abonnés qui s'est fait avoir. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à venir le faire savoir en commentaire. On vous remboursera pas. Hein, mais, non, je peux pas en plus. C'est pas possible. Mais on vous répondra en tout cas. Dan, Pampy, Julien, merci Capitaine beaucoup. Bernard. Capitaine Bernard, j'allais l'oublier. Mais merci pour ce moment très sympa. Et puis on se dit à bientôt, peut-être pour te voir sur scène ou derrière son écran. Ok. Merci à toi. À bientôt. Salut. À bientôt. Ciao. Merci à Pampy pour sa disponibilité et à vous d'avoir écouté notre conversation jusqu'au bout. Je compte maintenant sur vous pour aider ce podcast à grandir en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez-le aussi à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs venir me parler sur Facebook, Twitter et Instagram ou m'écrire à dessous@gmail.com. À bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.